présente repose sur des échanges avec des familles. Des milliers de familles sont parties. Les liens se sont effacés ou restés dans la mémoire. Et au cours des missions que j'ai effectuées, j'ai rencontré quelques-unes de ces familles et ce sont leurs archives que je vous présente ici, qui sont la base de ce travail. Alors, la famille Pueyrredon, je ne l'ai pas rencontrée. On va voir tout de suite. Marcel Lousteau, je l'ai rencontré à Montevideo. La famille Monco-Latapi, c'est par un contact par WhatsApp avec un descendant qui se trouve en Pologne. Et la famille Mondo-Ori, en revanche, a son représentant ici. Et c'est grâce à Paul Mousquet que j'ai eu accès à un fonds très très grand de lettres que nous sommes allés déposer l'an dernier en toute bonne confiance universitaire et une expérience peut-être aux archives départementales de Pau, aux archives départementales ici à Pau, en espérant que ces documents seraient accessibles. J'espère que c'est le cas, que ça le sera bientôt. De toute façon, par précaution, tout avait été numérisé et préservé aussi. Donc le projet que j'ai monté il y a plusieurs années, qui a été retenu en 2018 et qui a démarré en 2019, intitulé « Écriture migrante latino-américaine, histoire et traces de et en Nouvelle-Aquitaine ». Je suis initialement professeur agrégé d'espagnol, donc hispaniste, et c'est à partir de cette compétence en espagnol, et puis aussi parce qu'on est toujours attiré, qu'on le veuille ou non, par des racines. Dans ma famille, j'ai toujours entendu parler du Pérou, d'abord, parce qu'il y avait une sœur qui était partie au Pérou, et puis d'ici, des Basses-Pyrénées, d'Augeux aussi, ils étaient partis vers San Francisco, et puis vers l'Argentine. Donc c'est resté dans la mémoire, mais en même temps, j'ai toujours voulu ne rien savoir sur comment on fait quand on est jeune, ne pas faire ses propres recherches, mais au contraire être très éloigné de tout ça. Et en découvrant les histoires des autres, on comprend aussi sa propre histoire. D'où on vient. Donc l'histoire de l'émigration en Amérique latine, c'est d'abord une histoire aussi de la pauvreté, de la précarité et de la recherche de la fortune ailleurs pour revenir avec cet argent au pays. Donc exil politique pour quelques personnes au lendemain de la Révolution française et au moment de la chute de l'Empire napoléonien, essentiellement la migration économique. Ce que je défends depuis des années, depuis le montage du projet, c'est que cette migration, elle est effacée de la mémoire nationale parce qu'on n'est pas parisien, d'abord, on est au sud, on a de l'accent, certains, et puis la France a un message qui est: nous sommes une terre d'immigration, mais personne n'est jamais parti. Or, au contraire, dans beaucoup de familles, il y a ces dizaines, ces centaines de milliers de personnes qui sont parties en Amérique, en Afrique, en Asie. C'est la même histoire. Donc, il s'agit de récupérer ce patrimoine qui est à l'échelle locale et à l'échelle internationale. Et à l'échelle internationale, au contraire, il y a une reconnaissance de ce départ, de ce minuscule territoire qu'est la France dans l'Europe. J'ai publié ces deux ouvrages, de l'émigration en Amérique à la crise migratoire. L'éditeur c'est Kern, donc ici à proximité immédiate de Pau, et le deuxième volume avec Beñat Uburu, l'émigration basque et béarnaise en Amérique. Alors je reviens sur le premier de ces personnages très vite, Juan Martín de Pueyrredon. Je reviens sur lui parce que, alors, il est dans l'exposition et je suis allée visiter cette année la maison Pueyrredon qui se trouve à proximité de Buenos Aires, mais grâce à une collègue argentine, j'ai pu arriver jusqu'à San Isidro parce que c'est pas évident du tout d'y aller, c'est comme aller à Neuilly
par rapport à Paris. Donc, si on n'a pas de mobilité, il vaut mieux être avec quelqu'un. Et en allant au ce qui est aujourd'hui le musée municipal de la ville de San Isidro, on a cette belle villa qui est la maison de Pueyrredon. Pueyrredon, c'est un libertador argentin, mais dont le père était parti du Béarn. Au musée de San Isidro, on a l'acte de naturalisation que j'ai reproduit ici. Et ce qui a retenu mon attention, et c'est pour ça que je reviens sur lui, c'était qu'il dit, dans l'acte de naturalisation, il est dit qu'il est de Basse-Navarre. Et il sort, c'est en Béarn. Donc j'ai demandé à une paléographe de Pamplona, de Pampelune, de lire, parce que moi je n'étais pas sûre, parce que quand on a une idée en tête, on la retrouve forcément dans les documents. Il sort, c'est en Béarn, donc ce qui correspond bien à, non pas la Basse-Navarre, mais Pueyrredon, originaire, le père du Béarn, où nous sommes aujourd'hui. Et ce qui peut expliquer le fait que Pueyrredon, que le père ait dit qu'il était de Basse-Navarre, c'était parce que c'est aussi un élément qu'on trouve dans l'article, dans la revue Partir, dans le numéro de l'an dernier, c'était qu'il y avait des couloirs d'émigration qui étaient facilités entre la Basse-Navarre et la Navarre, parce qu'à ce moment-là, les Bas-Navarrais étaient considérés comme un Navarrais, comme un de Pampelune, et n'avaient pas besoin d'un passeport. Donc ils étaient espagnols d'office, ils transitaient, et c'est comme ça qu'ils passaient aussi en Amérique. Donc la famille Pueyrredon est installée à Cadiz, a des négoces à Cadiz, puis passe à Buenos Aires, et quand le père meurt, le fils qui va devenir un grand leader politique revient pour régler la succession et voyage entre la France et l'Espagne. Puis il participe au mouvement d'indépendance de l'Argentine. Il est exilé en France, à Bordeaux. Là, je n'ai pas approfondi la recherche. Puis il revient, et son fils, Prilidiano, est un grand peintre argentin pour lequel on peut faire des recherches. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que j'avais cette inquiétude sur l'origine réelle de la famille. Comme on l'explique aussi dans l'exposition, l'objectif des gouvernements libéraux qui gagnent contre l'Empire espagnol dans les années 20, c'est de peupler les différentes régions en considérant que ces régions sont dépeuplées, ce qui est complètement faux puisqu'il y a les Indiens sur place. Donc ces gouvernements libéraux engagent des agents d'immigration qui vont recevoir des primes pour faire venir des Européens, parmi lesquels, suivant les contrats, par exemple à Montevideo, il y a un contrat qui indique la demande de migrants spécifiquement des Canaries, du Cap-Vert et des Basques. Avec l'explicitation, ce seront des braves gens, des classes paysannes, artisanales, agricoles et autres pour toutes sortes de travaux. Le texte est en espagnol, là c'est moi qui l'ai traduit. Et on a ensuite des quotas qui sont prévus, des métiers qu'on souhaite voir arriver. Pourquoi Canaries, Cap-Vert et Basque? Parce que ce sont des hommes forts, costauds, et donc ils vont accepter beaucoup de choses, y compris, en fait, c'est une forme de servage aussi, d'esclavage qui est mise en place, parce qu'ils doivent rembourser le billet, aujourd'hui on dirait, le transport, et pour ça, et ils ne peuvent pas faire demi-tour non plus, donc ils travaillent de très longues journées et sur de très longues durées. L'affaire est rentable pour les contratistas, pour Samuel Lafon et Belmar, elle l'est moins pour les émigrants. À Montevideo, on a 60% d'étrangers en 1843. Mon passage à Montevideo l'an dernier, c'était surtout, je voulais vous comprendre comment on pouvait arriver au Pérou dans ces mêmes années. Et en consultant les archives nationales, puisque ma recherche au départ elle est sur le Pérou,
En allant aux archives nationales de Montevideo, ce qui a été un peu compliqué, ben là j'ai tout compris en revanche. Alors les registres sont mal entretenus, il n'y a pas les moyens pour préserver les registres, mais comme vous le voyez, on arrive de partout en Montevideo dans les années 30-40. On arrive vraiment de partout. On arrive d'Afrique, on arrive d'Amérique du Nord, on arrive du Brésil. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle un hub, une plateforme. Et ensuite on change de bateau tout naturellement. Donc j'avais l'explication comment on arrive d'abord à Montevideo et ensuite on continuait la route vers le Pacifique. C'était tout naturel comme aujourd'hui un aéroport. Et l'enregistrement des personnes qui arrivaient, plus il y a de monde, moins bien le nom est orthographié. Le nom est écrit dans les premières listes, c'est avec soin, et puis après, l'agent, le douanier, la personne écrit à l'oreille, et aussi en fonction de ce qu'il comprend que lui dit l'interlocuteur qui ne parle pas la langue, donc toutes les déformations à venir. Ce qui m'intéressait aussi, c'était ce qui m'a beaucoup attiré mon attention dans ces registres, c'était la mention basque-français. Basque français, ce qui, depuis la France, n'avait pas d'existence, mais ces immigrants, quand ils arrivent, eux, en revanche, ils correspondent au quota, ils sont basques français. Donc, parmi ces agents, ces initiateurs de l'émigration basque et béarnaise, puisque aussi pour voyager, il vaut mieux dire qu'on est basque, même si on n'est pas basque, parce que comme ça, on fait partie d'un collectif, on intègre une communauté. C'est un négoce, c'est une affaire, c'est parmi d'autres d'envoyer des personnes travailler si loin. Et puis ces contratistas ont d'autres affaires, comme un moulin. Samuel Lafon a un moulin. Il a aussi des terres aux îles Malouines. Il a acheté une partie des îles Malouines, il a un moulin, il a des mines. Il prête ces transmigrants, ces cosmopolites, prête beaucoup aux gouvernements qui sont éphémères, et c'est ce qui permet qu'eux restent sur place. Pour ce qui est de Bellemare, parmi les recherches que j'ai faites, et donc Bellemare est français et Samuel Lafon est anglophone, d'origine française huguenote. Bellemare, j'ai retrouvé parmi les traces qu'il s'est installé à un moment au château de Rontignan, donc il a fait fortune, il est revenu dans le Béarn. C'est un élément que j'avais trouvé il y a un certain nombre d'années. Je passe ensuite au document que m'a confié Marcel Lousteau. Donc Marcel Lousteau qui est uruguayen, mais c'est pas un mais, béarnais de cœur. Marcel Lousteau a reconstitué le parcours de tous ces aïeux basques et béarnais qui sont arrivés à partir de 1840. Donc Pierre Lousteau arrive à Montevideo en 1841, il a 43 ans, il a une famille, il laisse sa famille, il part de Sauveterre de Béarn. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, part pour le rejoindre Urbain Lousteau, qui a 14 ans. Et quand il arrive, le père est introuvable. La guerre est enclenchée, une nouvelle guerre civile est en cours à ce moment-là en Uruguay. Puis un autre des ancêtres de Marcel Lousteau, c'est Jean-Pierre Casamayou, qui part à 18 ans comme tailleur de pierre. Il se marie avec Marie Echandi Olaverri. Jean-Pierre Casamayou s'enrichit, n'oublie jamais son pays natal et envoie tout ça. Ceci sont les informations collectées par Marcel Lousteau. Ce ne sont pas des informations que j'ai trouvées, mais il m'a gentiment cédé le diaporama qu'il avait présenté, je crois, à Montevideo. Donc Jean-Pierre Casamayou a envoyé de l'argent pour construire un lavoir et une fontaine à Las.
le départ de ces jeunes basques béarnais s'explique en partie, et c'est ce qu'on voit aussi à l'exposition, par ce que signifiait le service militaire à l'époque, un service militaire, si on était tiré au sort, qui durait 7 années. Donc beaucoup de jeunes préfèrent s'exiler que d'entrer dans l'armée. Et c'est dans ce contexte-là que sont déclarés 430 insoumis, selon les informations du Conseil général des Basses-Pyrénées en 1842, Conseil général qui est bien sûr opposé à cette fuite de la char à canon. Les Basques et Béarnais s'en vont en Uruguay et ils arrivent dans un pays qui est en guerre et eux-mêmes qui ont d'une certaine manière échappé à la conscription, comme c'est le cas d'Urbain Lousteau, s'engage ensuite dans les armées sur place, s'engage en particulier dans le bataillon des chasseurs basques. Dans ce document, vous voyez le nom d'Urbain Lousteau comme second du bataillon du régiment des chasseurs basques en 1850. Et également la signature de Gracieuse Lousteau de Sauveterre de Béarn, puisque cette famille, Marcel Lousteau, a conservé toutes les lettres, toutes les archives familiales. Parmi ces archives, je vous donne à voir 2 lettres, des lettres de la mère et aïeule de Marcel Lousteau, qui a recours à un écrivain public, puisque la graphie varie suivant les lettres, et une des réponses d'Urbain, donc d'Urbain Lousteau, du 25 janvier 1858. Il s'apprêtait à repartir en France parce qu'une fois de plus, il y a une révolution, il est bloqué, et c'est à ce moment-là que son frère cadet, Jean-Baptiste, arrive. Jean-Baptiste, pour lequel la mère avait écrit « Jean-Baptiste n'a pas envie d'être soldat, que penses-tu? Est-ce qu'il vient te rejoindre ?» Et entre-temps, nous avons une révolution, c'est le texte de la lettre, beaucoup de morts, des barricades sur place. Voilà les archives de Marcel Lousteau avec cette lettre d'Athos Apiste du 26 février 1859 dans laquelle Graciane Afat écrit à Urbain Lousteau que on a l'information, on souhaite recevoir au moins une lettre tous les 6 mois. Puis la famille, au départ une personne, la famille devient nombreuse, fait communauté. Les 50 ans de Jean Casamayou sont fêtés le 12 septembre 1908 par cette très belle tablée. Voici donc Marcel Lousteau qui était venu avant le Covid et dont j'ai vu la trace dans un reportage. On m'a expliqué les circonstances de ce reportage sur TF1. On avait appris qu'il y avait un immigrant qui était sur les traces de ses ancêtres. Et le reportage a été fait un peu, après il était tout confus d'une partie du reportage. Moi, je l'ai trouvé formidable. Formidable. Et Marcel Lousteau a donné accès à beaucoup d'informations. Alors, sur les lettres qu'on va voir plus tard, moi j'ai fait travailler des étudiants. Je leur ai demandé de décrypter les lettres. Et dans cette recherche collective, on a retrouvé des choses qu'avait mises en ligne Marcel Lousteau, car il est graphiste, lié au monde du dessin, de l'architecture, et un architecte du Lot-et-Garonne, par exemple, avait été parti aussi à Montevideo. Le lien avait été établi parce que plus on est à chercher, plus on trouve. Donc les étudiants avaient trouvé un élément qui m'a servi ensuite et Marcel Lousteau, en allant voir sur le site EMILA, a trouvé cette information qui provenait de son père qui avait écrit un livre sur l'histoire de l'architecture en Uruguay. Marcel Lousteau dit que lui, il a été baptisé au Jurançon et il ne rêve que d'une chose, de venir s'installer ici
dans les Pyrénées-Atlantiques, sur la terre de ses ancêtres, et de quitter l'Uruguay au fond. Dans les recherches que j'ai faites, je suis allée aussi aux Archives nationales à Paris, d'abord pour regarder les dossiers des agents d'émigration. Dans ces dossiers des agents d'émigration, on a le rapport des préfets ou des sous-préfets concernant les candidatures des futurs agents d'émigration. Est-ce que le sous-préfet ou est-ce que le préfet est favorable ou est défavorable? C'est ainsi que j'avais repéré cette lettre du préfet des Basses-Pyrénées qui proteste contre le dépeuplement que cause l'immigration et qui écrit l'immigration, c'est un véritable fléau qui dépeuple les campagnes et qui dépeuple aussi les armées. Dans ce dossier des Archives nationales, j'ai trouvé aussi des lettres d'un consul qui est tantôt à Montevideo, tantôt à Buenos Aires, le consul d'Oisan, et il proteste contre la façon de se comporter des agents d'immigration qui transportent les migrants et les laissent ensuite au bon vouloir du capitaine du navire. Certains sont partis pour Montevideo et se retrouvent à Buenos Aires, et certains se retrouvent à Buenos Aires alors que leur point de chute était Montevideo. Ils sont livrés à des agents d'immigration sans scrupules, comme dans ce cas-là, il mentionne Oscar Laguarnère, sur qui j'ai écrit en fait dans le premier ouvrage publié par Kern. Il y a un article sur les agents d'immigration de Bordeaux. J'ai gardé en réserve les agents d'immigration des Pyrénées-Atlantiques. Je m'étais particulièrement attachée à cette situation étrange. On se dit Montevideo et Buenos Aires, c'est à côté? Non, c'est pas à côté du tout. Aujourd'hui, c'est une journée de bateau. Ça dépend du bateau. Mais il faut passer ou par voie terrestre, c'est compliqué. Les archives, les émigrants, les immigrants, parfois se rendaient au consulat local, Montevideo, Buenos Aires, pour se faire enregistrer. Certains de ces répertoires ont été numérisés par l'association. On les retrouve dans genfrancesa.com avec beaucoup de patience. Donc, si on cherche quelqu'un, si on a une date, on trouve. Sinon, je crois que l'AME, l'Association pour la mémoire de l'immigration, est spécialisée dans cette activité de retrouver ou d'aider à retrouver des ancêtres partis en Amérique. Lorsque je me suis rendue à Montevideo, donc j'ai fait une conférence à l'Alliance française et je me suis mise en contact avec un de ses descendants des migrants. C'est le cas de Santiago Arca Enon, qui se trouve en Pologne, mais qui a reconstitué à un moment donné le parcours de ses ancêtres de façon très précise sur les noms de famille, avec des fois des erreurs de transcription, des interlocuteurs, quant au lieu de naissance. Donc, Santiago Arca Enon a pour ancêtre Jean Monco Larroudi. Moi, j'ai retrouvé qu'il était né à Argagnon et il est parti comme un soumis, ce qui n'est pas forcément facile à accepter, mais les fiches matricules permettent de trouver la situation de la personne, puisqu'elles sont numérisées, les fiches matricules, avec justement le lieu de naissance. Il s'est marié à Montevideo avec une jeune femme, Mariola Liladapi, qui était partie de France probablement dans le même bateau ou arrivés en même temps. Les jeunes gens se sont mariés et ils ont eu 7 enfants entre 1890 et 1897. Jean Monco est décédé en 1896 en laissant sa femme avec 7 enfants. 2 des filles sont parties ensuite comme conscrits lors de la guerre de 14. 71 franco-uruguayens sont partis pour se battre pendant la guerre de 14-18. On retrouve leur nom dans le site du Grand Mémorial. Santiago Arca
Et non, donc ces cartes postales qu'il m'a transmises pour les conférences que j'ai faites, la conférence que j'ai faite à l'Alliance française de Montevideo, ces cartes qui sont envoyées au moment de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, un des deux frères partis est resté en France, s'est marié à Bordeaux et a été engagé dans la résistance. Ce que disent les lettres, souvent, c'est qu'on manque d'informations. Écris-nous, sauf qu'à ce moment-là, c'est la guerre de 14-18, donc comme vous le voyez aussi, les lettres sont contrôlées par la censure et cela limite aussi la communication. J'arrive à l'Argentine. Parmi les traces que j'ai retrouvées sur cette émigration en Argentine, cette émigration de dizaines de milliers de Béarnais, de Basques et d'autres pays, territoires, un voyageur qui s'appelait Xavier Marmier s'est rendu en Argentine au moment de la Deuxième République, entre 48 et 50, et a écrit ensuite ce témoignage que j'ai trouvé intéressant à vous faire partager. Un simple extrait. Sur le balcon, en bois d'une demeure aimée, un jeune Béarnais soupire en s'accompagnant de la guitare un chant du pays natal, peut-être l'élégie populaire de Despourin, là-haut sur la montagne. Plus loin, un magique violon donne le signal de la valse ou du quadrille. De tous côtés apparaissent les foulards aux couleurs brillantes qui servent de coiffure aux vives basquaises, les bérets bleus des Pyrénées, les corsages étroits, les vestes rondes qui dessinent des membres alertes et des formes élégantes. On se croirait sur les bords du Gave ou dans les villages des Pyrénées. On émigre, on part à la recherche de terre, à la recherche de la fortune. Le témoignage sur ces nouvelles terres, c'est des brebis à profusion, enfin la liberté, l'espoir, c'est ce qui apparaît à partir de l'exemple de la famille Sami-Queux, la famille Mondo-Ori de Luc de Béarn. Et maintenant, je vais me référer à cette troisième source de documentation sur l'immigration béarnaise, grâce au fonds de Paul Mousquet. Mais avant, partir c'était risquer sa vie, parce que ces colons européens ne sont pas forcément les bienvenus. On les fait venir pour conquérir des terres, pour lotir des territoires sur lesquels il y a des Indiens, des indigènes, des autochtones, des paysans comme ailleurs. Et donc le gouvernement argentin, comme les autres gouvernements d'Amérique, ça se passe aussi au Mexique, ça se passe aussi au Pérou, au Chili, chaque fois il s'agit de peupler, de défricher, alors que sur place il y a déjà des traditions agricoles qui datent de millénaires. Donc en Argentine, on accueille d'une part ces colons européens, ils sont les bienvenus, mais pour les populations locales, la violence peut se déchaîner. Cela a été le cas dans la petite ville de Tandil qui est au milieu de la Pampa, où une famille basque a été massacrée. Plusieurs dizaines de Bascos, Béarnais, d'Européens ont été massacrés au cri de en finir avec les étrangers francs-maçons. Et donc les libéraux, en fait, associés au libéralisme. Et cette information, ensuite, en France, elle arrive très très peu. Ce n'est pas l'intérêt des diplomates de faire savoir non plus, surtout à l'époque, les informations ne circulent pas à la vitesse de l'éclair, donc on a pratiquement, moi je n'ai rien trouvé là-dessus, malgré les nouveaux outils que nous donnent les plateformes de la Bibliothèque nationale pour accéder à la presse du 19e siècle, je n'ai pas trouvé d'informations en France arrivées sur cette situation-là, pratiquement.
La loi Avellaneda, nom de celui qui préside l'Argentine en 1875, ouvre grand les portes de la République argentine, bienvenue, et ces Européens pourront avoir la nationalité argentine, s'installer. C'est comme cela qu'on a 4,2 millions de personnes qui arrivent, qui débarquent à Buenos Aires, puisque Buenos Aires est un port, et 170 000 viennent de toute la France. Alors, je reviens un peu sur les agents d'émigration à partir des recherches que j'avais faites aux Archives nationales à Paris. On avait 4 dossiers d'agents d'émigration béarnais. André Biot-Laborde est alors maire et agent d'émigration. Une lettre adressée au ministère de l'Agriculture évalue à 700 le nombre d'émigrants envoyés annuellement par son agence. Au Gênes, ça représente 470 habitants, donc on voit que c'est énorme le rôle de l'agent d'immigration. La direction générale de la sûreté qui expertise le dossier donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité de Laborde, d'autant plus qu'il est maire, donc il a un pouvoir de persuasion sur ses administrés. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un jugement neutre. Un autre agent d'immigration dont on retrouve la trace dans l'exposition, c'est Jean-François Caillabé. Dans son dossier, il apparaît comme un ancien sergent d'infanterie. C'est aussi un de ses métiers des agents d'immigration. Il est déclaré de bonne vie, de bonnes mœurs. Il est autorisé à exercer à Oloron en mars 88 et il apporte le capital nécessaire pour soutenir son activité. Un an plus tard, d'après le dossier aux Archives nationales, il arrête son activité. Il espère récupérer une partie du capital qu'il a apporté. Sur Jean-Baptiste Laplace, moi je n'ai pas vu de dossier aux Archives nationales. Laplace a été parti pour éviter la conscription en 1863. En 1868, il a régularisé sa situation, donc il n'est plus déclaré insoumis. Il a payé un remplaçant et il travaille d'abord pour Colson à Bordeaux, puis pour l'agence Salasola qui est en Navarre, pour Biot-Laborde. Il est domicilié à Navarrinx, il est autorisé à transporter des immigrants via Santander ou Bordeaux. Il accorde un crédit sans intérêt et les registres sont microfilmés d'après l'information que j'ai trouvée aux archives départementales ici à Pau. Enfin, un 4e agent d'émigration originaire du Béarn, Edmond Tourné, né à Oloron, est installé à Bordeaux. Il sait écrire, c'est ce que signifie employé du bureau, c'est-à-dire qu'il sait toute la procédure administrative. Et c'est important dans ces affaires-là. À Bordeaux, il est gérant d'un garni. De ce fait, sa demande d'être agent d'immigration est refusée car incompatible avec le métier d'hôtelier. Certains métiers, suivant les avis sont variables aussi suivant les personnes. Il y a aussi des positions politiques qui peuvent jouer. Si ce sont des républicains notoires, on va plutôt être négatif. Pas favoriser leur vocation d'agent d'immigration, c'est le cas pour certains au départ de Bordeaux. Ils sont connus bien sûr à Saint-Palais, Guillaume a fait ça, aux archives du musée de Saint-Palais, Jean Vignet à Tardets, et en Navarre, la famille Fort qui fait transiter entre la basse Navarre et Pampelune, puis vers le Pays Basque espagnol, le Pays Basque Sud.